20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Malaise au sein du défunt groupe de presse Comset. Les employés déplorent l'apparition d'un nouveau quotidien 2 jours après la faillite annoncée du groupe. Ils condamnent le lancement de ce nouveau canard au moment où ils courent toujours après leur salaire. Insalubrité et insécurité au quartier Anne-Mariste, PC1. Sur place, les habitants cohabitent avec des câbles d'électricité de haute tension qui jouxtent des eaux stagnantes, une situation incommodante pour ces derniers qui dénoncent un problème de santé publique. Marche des populations de Mbawan dans la commune de Kayar. Elles s'insurgent contre l'accaparement de leurs terres. Elles accusent la municipalité acculée. L'autorité récuse ces allégations et brandit des papiers administratifs pour se justifier. Lutte contre la mortalité néonatale. Le Sénégal renforce la capacité de ses chirurgiens pédiatres. À l'hôpital Albert Royer de Dakar, une quarantaine de spécialistes sénégalais et africains sont formés pour une meilleure prise en charge des nouveau-nés. L'invité du 20h, M. Alpha Amadoussi, président de la section sénégalaise de la communauté africaine de culture. Le prétexte, c'est le 50e du FESMAN, une interview signée Mamadou Ibrakan que vous pourrez suivre tout juste après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette information largement relayée par la presse en ligne. Notre compatriote Mbayang Diop serait morte décapitée en Arabie Saoudite où elle avait été accusée de la mort de son employeur saoudien. Alors, information ou intoxication. Pour en avoir le cœur net, nous avons joint un peu plus tôt, juste avant cette édition. Donc, Sori Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, affirme ne pas être au courant d'une telle information ni d'une exécution de notre compatriote Mbayang Diop qui serait selon lui d'ailleurs toujours en attente de son jugement. Et puis peut-être la conséquence d'une longue attente pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO. Un octogénaire a piqué ce matin un malaise. Il est mort à la préfecture de Guédiawaye. Les éléments des sapeurs-pompiers ont déplacé le corps après constat de la police. Le drame a eu lieu en début d'après-midi vers les coups de 16 heures. Les populations sur place indexent les dures conditions d'inscription dans la circonscription de Guédiawaye qui ne compte jusqu'ici qu'une seule commission. Je vais l'annoncer tout de suite en titre. Liquidation du groupe Comset, liquidation plutôt du quotidien Le Populaire. Les employés du groupe Comset crient au scandale et pour cause. 2 jours après la faillite annoncée du groupe, voilà qu'un nouveau quotidien vient de voir le jour. Son nom, Vox Populi, il vient d'être publié aux grandes dames des travailleurs qui courent toujours derrière leur salaire. Reportage à Aïssatou Paye et Léa Niafouna. Liquidation totale du groupe Comset. Le quotidien Le Populaire n'échappe pas au naufrage. Après 17 années de publication, il s'effondre. Place au Vox Populi, mais la voix du peuple gronde. Nous venons à travers cette déclaration rétablir quand même la vérité aux yeux de l'opinion. Aux yeux de l'opinion publique, parce qu'il faut aussi que l'opinion publique sache ce qui se passe. D'abord, rappelons que Baratal doit aux employés du groupe Comset plus de 3 ans d'arrière de salaire. 3 ans, je pèse bien mes mots, c'est 3 ans d'arrière de salaire dont lui-même avait pourtant pris des engagements de payer durant... il avait pris l'engagement de payer devant tout le monde jusqu'au dernier centime, au lieu de payer la somme due au personnel. Annonce la liquidation du groupe et la mort du journal Le Populaire en lieu 2 jours après. 2 jours, parce que vendredi, le directeur de publication et une partie du personnel qui ont annoncé quand même la mort du Populaire, ils ont repris. Comment on peut être faillite vendredi et avoir un autre produit le lundi? Moralement, ça ne passe pas. Coup de massue, les employés ne comptent pas se laisser faire. On se bat jusqu'à la mort. On va d'abord rencontrer, il y a des avocats qui sont présentés. Ils nous ont appelés rien que pour défendre, parce que ça c'est de l'injustice. Donc vous comptez traîner en justice. Tout ce qu'un employé doit faire pour entrer dans ses droits, on va le faire. On va mener un combat, quitte à y laisser notre vie. Clap de fin
Voici le dernier numéro. Désormais, les lecteurs vont feuilleter ou même lire ces pages, mais le collectif des employés du groupe vont mener tambour battant le combat pour rétablir leurs droits. Cependant, ils précisent. C'est simple, on ne veut pas travailler avec eux. Le produit qu'ils ont créé, on n'en veut pas. Mais s'il y a liquidation, mais faisons-le dans les règles de l'art. Depuis plus de 5 mois maintenant, les habitants de Anne-Mariste PC1 cohabitent avec les eaux usées. À cela s'ajoutent des câbles d'électricité de haute tension à terre. Une situation qui indispose bien évidemment ces populations qui craignent le pire, ces eaux usées pouvant causer un problème de santé publique. Selon elles, Chertidiane Dione les a rencontrés. Reportage. Nous sommes ici à Maris, îlot PC1, à côté de l'école japonaise. Des autobloquants décapités, des traces d'eau verdâtre sur cet axe des véhicules stationnent. Tous ces signes renseignent que des travaux sont entamés sur ce tronçon. Le chantier leur cause d'énormes préjudices. Voilà une situation que nous sommes en train de vivre pendant 5 mois à cause des travaux. Habitants de Anne-Mariste, je veux dire qu'ici on a vécu des moments très difficiles. Au niveau des enfants, il y a des enfants qui ont été traumatisés lorsque le câble a pété. On a eu à fuir même pour aller se loger chez une de nos copines. Là on a fait un jour avant de revenir. On ne pouvait même pas dormir toute la nuit. Vraiment c'est trop compliqué pour nous. Bon, on essaie de faire avec parce que on n'y peut rien. J'ai dit à ma soeur de nager, mais elle dit que peut-être que ça va s'arranger. Sur les lieux, les eaux usées et les câbles d'électricité ne faisant pas bon ménage cohabitent. Ici, le danger est palpable, regrettent nos interlocuteurs. Un danger permanent et nous le vivons tous les jours. Comme vous le voyez, ils ont même touché les fondements de nos maisons et ils se sont dépêchés de remettre tout comme avant parce qu'ils avaient très avancé sur les travaux et ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas résoudre le problème. Et donc tous ces travaux-là n'ont servi à rien. Donc voilà. Si rien n'est fait, nous on va quitter parce que là, le danger, c'est la santé des enfants. Parce que les enfants sont trop exposés. Et nous, ça nous crée des humains. Bon, je ne sais pas, mais c'est très dangereux pour la santé, franchement. Depuis plusieurs mois, les habitants de Anne-Mariste îlot PC1 vivent le calvaire. En tout état de cause, ils doivent prendre leur mal en patience jusqu'à ce que les autorités trouvent solution pour eux. Et parlons conso à présent. Des demi-grossistes et des ménages dénoncent une hausse sur le prix du sucre. Un constat fait après le Grand Magal de Touba. Le kilogramme de sucre varie entre 650 et 700 francs. Le prix du sac n'est pas stable. Le gouvernement a interpellé à revoir cette situation. Suivant le reporter Alassane Ba et son caméraman Abdoulaye Diallo. Mamadou Wouri Diallo se pose moult questions dans sa tête à propos du sucre après une pénurie annoncée et les précisions du DG de la CSS. Un autre constat, une hausse du prix du sucre. Les prix du sac de sucre ne sont pas fixes. Ils varient entre 28 000, 28 500 ou 28 250 francs. Je peux dire que depuis le mois de Ramadan, les prix varient. Depuis vendredi passé. Depuis vendredi passé, je n'ai pas de sucre, c'est trop cher. Le prix du sac varie entre 28 250 et 28 500. Les autorités doivent régler le problème au sommet. Depuis mon retour de Touba, j'ai constaté une hausse sur le prix du kilogramme du sucre en poudre. Je ne m'attendais pas à cette hausse. Nous avons fait le constat ici à Grand Yoff. Mon boutiquier m'a fait part qu'il n'avait pas de sucre. Et même ma maman qui se trouve à Kolda m'avait appelé la dernière fois pour me demander que je l'envoie quelques kilogrammes de sucre parce qu'elle n'arrive pas à en trouver là-bas. Un tour au marché Castor, pas un seul grossiste pour parler avec nous. Les ménages, pas les seuls à souffrir de cette situation. C'est difficile pour nous et pour les familles aussi. Elles sont obligées de débourser plus pour en avoir. C'est une nécessité. Je suis vendeuse de jus et cette augmentation va impacter sur mes revenus. À côté de cette augmentation sur le prix du sucre, le riz également est devenu cher.
de l'avis de ce demi-grossiste. Le sac de riz local, nous l'achetons entre 13 750 et 14 000. Et pour revendre à un prix abordable, ce n'est pas facile. Et le riz parfumé aussi, le prix du sac a connu une hausse. C'est difficile. Les autorités savent ce qui se passe. Le riz parfumé est également devenu cher. J'ai acheté le kilogramme à 400 francs alors qu'auparavant je pouvais l'avoir à 350. Les mélanges parlent de situations difficiles, riz, sucre et huile. Toutes ces denrées ont connu une augmentation. Allez, mettons cap sur Mbawan, c'est dans la commune de Kayar. Les populations ont marché pour dénoncer l'accaparement de leurs terres. Elles accusent la municipalité. Interpellée, la conseillère municipale Tinendoy, principale mise en cause dans cette affaire, récuse ces allégations et brandit des papiers administratifs pour légitimer la possession de ces terres en question. Cher Anta Diop et Saïla Tire pour la correspondance. Mbawan, Kër Abdoundoy, tous dans la rue, marche improvisée. Tout de rouge vêtus, les habitants de ces villages de Kayar lancent un cri de détresse. Pour eux, ce sont des hectares de leurs terres qui sont accaparés par une conseillère municipale à Kayar. Mais un lotissement, ça se fait dans les règles de l'art. Un terrain à vocation agricole, on ne peut pas se lever un beau jour, hein, surtout si ce terrain n'a jamais été cultivé, dire que j'avais eu une délibération du conseil rural qui date de 1995, et demander le lotissement de ce terrain. C'est de la spéculation foncière que les gens sont en train de faire dans toute cette zone. Mbawan, c'est elle qui coupe et qui taille. Oui. Tout ce qui appartenait aux enfants de Mbawan, la reine a mis sa main dessus. La mise en cause récuse ces accusations et brandit un papier administratif. Je ne crois pas que j'ai accaparé ces terres, car moi, on m'a connu de combattre l'accaparement des terres au Sénégal. Mon mari avait affecté 3 terrains à ses 3 fils. Le fils de la première femme, le fils de la deuxième femme et le fils de la troisième femme. C'est aujourd'hui le terrain de Maïsadem, qui est le fils de la troisième dame, le papier ici avec moi, qui a eu une délibération en 1995. Sous le mandat de Alioune Sarr, qui était président du conseil rural, dans le temps du préfet Abdoulaye Korko Diallo et du sous-préfet Pape Samba Mbodj. Je n'ai accaparé rien. 4 jeunes du village qui s'opposaient au lotissement du terrain ont été arrêtés et déférés au parquet. Les populations de Mbawan et Kër Abdoundoy exigent leur libération sans condition. Libérez les jeunes, libérez nos maris. Retour à Dakar, vous le savez, depuis un peu plus de 72 heures, le 6S vibre au rythme de la foire. Au pavillon vert, un retard est noté dans le démarrage de la 25e édition. Il serait lié ce retard aux installations électriques. Les exposants trouvés sur les lieux prennent leur mal en patience. Ceux qui sont toujours en attente de leur indemnisation suite à l'incendie dont ils ont été victimes l'année dernière s'en remettent à Dieu. D'autres, beaucoup plus chanceux, ont déjà commencé à écouler leurs marchandises, nous disent Mamadou Fall et Mardien. Foire de Dakar, 4 jours après son ouverture, la FEDAC tarde à tourner à fond. Au pavillon vert, le démarrage a été retardé par les installations électriques. L'ouverture, on n'était pas prêt. 12 jours passés, hein, c'était passé comme ça. L'organisation, on peut dire. L'organisation de la foire était un peu retardive. Les gens sont encore en train d'installer, il y avait trop de poussière, il y avait des gens qui crient par-ci par-là. Normalement, la foire, ça va commencer le 24, mais on est venu, il y a des retards. Ici, la psychose de l'année dernière est toujours présente. L'incendie avait tout ravagé sur son passage et les victimes s'en remettent à Dieu. L'année passée, moi je suis là, j'ai perdu tous mes bagages ici. Mais alhamdoulilah, ils n'ont rien donné nous d'abord. Mais alhamdoulilah. Ils ont pas. Ils ont dit qu'ils sont trop. Ils ont parlé, mais ils n'ont rien donné. Ils ne nous ont même pas indemnisé jusqu'à présent. Mais malgré ce retard accusé, certains exposants arrivent à écouler leurs marchandises sans trop de difficultés. J'ai commencé hier, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui sont venus visiter ici. On a des belles choses. Les gens ils viennent, ils regardent et achètent un peu, parce qu'il y a des belles choses. Tu sais, les Sénégalais, ils aiment des belles choses. Les exposants, pour cette fois, ont bien aimé le dispositif sécuritaire pris par la direction de la foire. D'ailleurs, un groupe de jeunes sillonne les pavillons pour veiller au grain, aux côtés des forces de l'ordre.
Le Sénégal s'investit dans la lutte contre la mortalité néonatale à travers un partenariat public-privé. L'hôpital Albert Royer de Dakar abrite un séminaire destiné à renforcer les capacités des chirurgiens pédiatres sénégalais mais aussi africains. Une quarantaine de médecins ont été formés pour mieux prendre en charge les nouveau-nés. La mortalité néonatale est assez élevée en Afrique. Au Sénégal, plus de 60% des décès ont été enregistrés en 2015. Fatki Nedem, Tcherno Laurent Mendy pour les détails. Paralysie des membres supérieurs survenue au cours d'un accouchement, la chirurgie des nouveau-nés, les chirurgiens pédiatres retournent en classe, histoire d'être mieux outillés. Moi, si je viens opérer quelques enfants ici, je vais en opérer 10 dans la semaine. Si j'enseigne un chirurgien pédiatre africain, il va opérer des dizaines et des dizaines d'enfants dans son propre pays. C'est pour ça que l'enseignement est vraiment la démarche essentielle. Si on prend le cas des malformations du membre supérieur et de la paralysie obstétricale du membre supérieur également, c'est des pathologies courantes, mais qui sont de traitement extrêmement difficile et surtout onéreux pour les parents des enfants. Au Sénégal, le taux de mortalité chez les enfants est à diminuer, notamment celui lié à la mortalité néonatale. Plus de 60% des décès enregistrés dans les services pédiatriques de l'hôpital Le Dantec et d'Albert Royer de Fann, rien qu'en 2015. Renforcer, la formation des médecins d'abord. 2, il faut renforcer le plateau technique qui est insuffisant pour ces différentes pathologies et pour espérer également, n'est-ce pas, diminuer de façon drastique le taux de mortalité chez ces enfants. Un plateau technique également à relever. Les services de chirurgie pédiatrique sont plus concentrés à Dakar. Déjà, il y a un problème de retard de prise en charge, ce qui s'explique par les structures qui ne sont pas très développées dans les régions. Ils sont une quarantaine de chirurgiens pédiatres africains à bénéficier d'une formation. Au Sénégal, le nombre de spécialistes est insuffisant. 10 chirurgiens pédiatres, encore des efforts à faire. Et de la santé, nous passons à l'éducation. Avec une fin de chantier prévue en 2016, les travaux de construction de bâtiments du centre universitaire régional de Kolda ne finiront pas à date échue. Les 10 travaux souffrent d'une lenteur causée notamment par un manque de moyens. L'État est ainsi interpellé. Je propose d'écouter Abdoulaye Sissé. Il est président de la convention régionale des jeunes de Kolda. Il est au micro de notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Démarrés en mai 2015, les travaux de construction des bâtiments de l'université de Kolda sont presque aux arrêts à cause de leur lenteur. Selon des indiscrétions recueillies auprès de certains ouvriers, les travaux sont bloqués pour faute d'argent. Une situation qui n'agrée pas du tout les Koldois, qui sont impatients de voir leur centre universitaire régional ouvrir ses portes. Le ministre de l'Enseignement supérieur Mary Teuw Niane était venu pour le lancement des travaux. Il a eu à tenir un discours que d'ici peu de temps, Kolda va réceptionner son centre universitaire. Mais le constat qui a été fait malheureusement aujourd'hui, nous constatons qu'il y a, je dis, un ralentissement des travaux. Parce que les travaux ont presque cessé. Parce que l'allure que les travaux avaient prise par rapport à la présente situation, il y a une grande différence. Et nous nous posons la question à savoir où se trouve réellement le problème. Où se trouve réellement le problème? Parce qu'ils avaient bien démarré. Aujourd'hui, si on nous parle de problème d'argent et de problème, comment dirais-je, de matériaux, moi je dis qu'aussi il y a une grande part de responsabilité de l'État du Sénégal. L'État du Sénégal doit prendre la construction de ce centre universitaire-là au sérieux. Quant à Fabou Ligaye, ancien président du défunt conseil régional, il invite les autorités locales à s'intéresser à ce chantier. Les autorités de Kolda doivent se mobiliser fortement pour attirer l'attention de l'État sur la nécessité de respecter les délais annoncés en grande pompe et qui avaient soulagé et rassuré tous les Kolda. Aujourd'hui, les travaux sont au ralenti, mais aussi il y a une partie des travaux qui sont en train de s'affaisser, comme s'il n'y a pas de qualité. Je pense que l'État doit poser de tout son poids pour amener les entrepreneurs ou les responsables de cet outil à véritablement réaliser ces travaux dans les délais. Des observateurs considèrent Kolda comme étant la capitale des chantiers inachevés à cause du nombre élevé de bâtiments administratifs qui sont en construction et dont les travaux n'arrivent jamais à terme.
Éducation, toujours 2 ans après son lancement, l'Université virtuelle du Sénégal peine toujours à convaincre bacheliers et parents d'élèves, au point que certains parents dont les enfants y sont orientés préfèrent tout simplement les retirer pour les inscrire dans des instituts privés. Eh bien, pour redorer le blason de l'UVS et donc corriger cette mauvaise image, les responsables nationaux du projet d'appui à l'université ont entrepris une tournée, les ayant conduits dans la région de Ziguinchor. Aïchitou Ouagnan, la coordinatrice de ce projet, s'en explique au micro de notre correspondant Boubacar Diassi. Les personnes qui sont encore réticentes par rapport à l'université virtuelle est un problème de méconnaissance, de ne pas prendre en compte tous les avantages que cette forme d'enseignement offre. C'est vrai, au départ, il y a eu un problème de communication, c'est par méconnaissance, raison pour laquelle nous sommes ici pour leur parler, pour échanger uniquement sur l'université virtuelle du Sénégal. Avec les parents des étudiants, avec l'inspection d'académie, les syndicats d'enseignement, enfin tout corps confondu, nous leur présentons ce que l'UVS est en train de faire, les défis qui restent à être relevés pour qu'ensemble, qu'on puisse en tout cas prendre ce nouveau projet à bras le corps, comme l'a pris d'ailleurs le ministre de tutelle, et en faire une réussite. Et parlons politique à présent avec cette rencontre du parti Réumi à Sédhiou. Selon les camarades d'Idrissa Seck, eh bien, Barthélémy Dias s'est livré à la justice parce qu'il a tourné tout simplement le dos au pouvoir. Bassirou Touré, l'un des responsables du Réumi à Sédhiou, est le porte-parole du jour. Il s'en est ouvert à notre correspondant Bakary Konté. Regardez. Qui est en train d'être passé avec le cas Barthélémy, même si nous ne sommes pas du même camp politique que Barthélémy, mais ça nous fait très mal. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de livrer, je pèse mes mots, ceux qui sont en train de livrer Barthélémy aujourd'hui à la justice, ce sont eux qui l'ont défendu quand ils cherchaient le pouvoir. Et je pense que l'indépendance de notre justice sera vraiment mise à rude épreuve aujourd'hui avec ce dossier Barthélémy, qui 5 ans après, parce que ce dernier a tourné le dos au pouvoir, il faut dire, allez, la justice, combien de jeunes ont perdu leur vie pour que Macky accède au pouvoir, pour que le président Macky accède au pouvoir. C'est presque 12 jeunes. Aujourd'hui, c'est Ndiaga, parce que tout simplement, nous avons compris que c'est Barthélémy qui leur avait tourné le dos. Et nous tous, nous nous préparons à ça, parce que c'est le Sénégal qui est comme ça. Tu n'es pas avec moi, tu es condamné en sursis. Allez, pour contrôle des personnes et des biens dans le nord du pays, le poste de contrôle de Diama Fontali à la Mauritanie a été inauguré en présence du commissaire divisionnaire Abdoulouar Sall, le directeur général de la police de l'air et des frontières. Il a appelé les populations à collaborer avec les forces de sécurité vu le contexte. Le maire de Diama a pris également l'engagement de sensibiliser les citoyens dans sa commune pour dénoncer toute personne suspecte. Ousseynou Diop, Abibsek. Pour renforcer la sécurité dans les frontières, le poste de contrôle de Diama a été inauguré. L'Union européenne, dans le cadre du projet Appui à la gestion des frontières, a financé l'État du Sénégal à hauteur de 3 millions d'euros pour une durée de 3 ans et mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations. L'objectif est de mieux contrôler le trafic des personnes et des biens. Tous ces postes sont actuellement lancés. Certains sont en construction avancée, d'autres sont en période d'appel d'offres. Donc tout ça rentre dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, mais également dans le cadre du renforcement du maillage pour une meilleure sécurisation de nos frontières. Avec ce projet, l'axe nord sera bien contrôlé. Le commissaire divisionnaire a aussi exhorté les populations de Diama à collaborer avec les forces de sécurité, une demande acceptée par le maire de la commune. Ils ont compris que la police et la douane, si la population n'associe pas, il y aura quelque chose qui manquera parce que certaines personnes qui arrivent dans d'autres pays, ils l'oseront chez eux. Ces gens-là, pour que la police mette la main sur eux, il faut que la population les déclare. Avec ce programme sécuritaire, l'Union européenne compte soutenir tous les pays voisins. L'intérêt évidemment pour l'Union européenne, c'est de permettre au Sénégal de contribuer au renforcement de sa sécurité. Et la sécurité du Sénégal est en même temps notre sécurité. Nous sommes des pays alliés, nous sommes des pays presque voisins, si on peut dire, dans un monde globalisé. Et donc nos intérêts convergent dans ce sens. La sécurité des personnes et des biens devient de plus en plus l'une des priorités de l'État du Sénégal. Après Diama, d'autres postes seront inaugurés dans les jours à venir.
Et puis, vous le savez, dans un peu moins de 15 jours sera célébré le Gamou de Tivaouane. Le porte-parole du Khalif, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, lors de sa traditionnelle déclaration, a invité les usagers de la route à faire preuve de prudence. Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, qui fustige la recrudescence des accidents constatés ces derniers jours, souhaite un Gamou zéro accident. Cher Anta Diop, c'est la tienne. Cette année, le Gamou de Tivaouane aura un cachet particulier. Des milliers de fidèles sont attendus dans la capitale du Tidjanisme. Le porte-parole du Khalif des Tidjanes, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, a beaucoup insisté sur la prévention routière. Il appelle les chauffeurs à la prudence vu les nombreux accidents constatés ces derniers jours. Si tous les chauffeurs respectaient le code de la route, il n'y aurait jamais d'accident grave. Je demande aux chauffeurs d'être prudents et d'éviter les excès de vitesse. Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine invite aussi les commerçants à se conformer à la réglementation, non à la vente de produits périmés. Il appelle toutefois les autorités à s'impliquer dans une surveillance accrue. Aucune dérive ne sera tolérée, dit-il. Les commerçants ont l'habitude de mélanger les produits périmés pour les vendre aux pèlerins. Cela crée beaucoup de dégâts et quiconque sera pris dans ce cadre sera puni par la loi. Au terme de ce point de presse, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine demande à ce que la sécurité soit renforcée à Tivaouane. Allez, parlons culture à présent. Les dignitaires lébou conviés à une rencontre sur la paix en Casamance. L'initiative émane de la communauté Diola de Ouakam qui a invité près de 21 dignitaires lébou de la collectivité donc du Cap-Vert. L'ancien roi des arènes Balla Gaye II était l'hôte de la cérémonie au cours de laquelle le Jaraaf Youssou Ndoye a condamné les meurtres commis ces derniers jours. Pape Faraning, Younous Diatta ont assisté à la cérémonie. Reportage. Le brassage culturel entre les ethnies, un moyen pour trouver une paix durable en Casamance. Une forte délégation du Haut Conseil supérieur de la collectivité lébou y met du sien pour atteindre cet objectif. Nous sommes tous parentés. Aujourd'hui, il me serait impossible, par les liens de cousinage qui nous lient, de recevoir la communauté lébou sans mes cousins sérères. Comme vous le savez bien, notre fraternité, notre cousinage date de fort longtemps, moyennant d'Aguène et Djambon. Il y a des parents casamançais qui vivent avec aisance, en parfaite collaboration avec les Lébous, avec les autres ethnies. De paix en Casamance sans interpeller les pays riverains. Le grand Jaraaf de Ouakam, accompagné par 20 autres de la presqu'île du Cap-Vert, se félicite d'une telle initiative. Il déplore aussi les violences notées ces temps-ci. Cette initiative des Diola vraiment nous va droit au cœur et nous prions pour la paix en Casamance. Vous savez, les Lébou, Diola et Sérère sont de la même famille. Je déplore les violences notées ces jours-ci. Comment quelqu'un peut tuer son prochain sans regret? Vraiment, c'est déplorable. Vraiment, l'ex-roi des arènes Balla Gaye II compte aussi jouer sa partition. Vraiment, je suis de tout cœur avec cette initiative et je vais les accompagner. La cérémonie était très folklorique avec les troupes sérères, Lébou et celles des Diola qui ont rivalisé de talent. Et puis ça y est, le single Dilemen est dans les bacs. C'est l'œuvre du musicien Aliou Guissé qui revient sur le marché musical après près de 8 ans de dur labeur. Un retour sur demande des mélomanes qui ont assisté au lancement du titre. C'était ce week-end en présence d'Adia Talla et Ababakar Kamara.
Après plus de 5 ans d'absence sur le marché musical, Aliou Guissé revient avec un chef-d'œuvre intitulé Dilemen. C'est un mélange de sonorités du terroir très rythmé. Le wango, le ripo et le mbalakh ont été revisités. La musique poulard ne fait plus danser. Moi, en personne, je préférais par exemple faire ce morceau, au moins pour faire vivre les Foutanké, pour faire vivre le Sénégal, parce que la culture poulard et la danse poulard, c'est quelque chose qui est trop énergique. Donc je préfère faire un morceau qui parle de wango et de ripo. Et wango et ripo, c'est nos rythmes. C'est pour cela que j'ai choisi Dilemen. Dilemen annonce la sortie d'un nouvel album que les mélomanes vont apprécier selon son auteur, qui déclare avoir mis beaucoup de temps pour la conception. Et là, je prépare un album qui sera peut-être 9 ou 11 titres pour satisfaire le monde entier, parce qu'il y a toutes sortes de musique dedans, africaine particulièrement. Donc, mais ce titre, je l'ai choisi pour donner un cadeau aux Sénégalais, parce que ça fait 2 ans que je ne suis pas là. C'est un album qui va venir, mais ce morceau, je l'ai sorti au Sénégal. Et il faut aussi, en tant que Sénégalais, il faut satisfaire aux Sénégalais d'abord. Il faut être aimé chez toi d'abord, avant d'être aimé ailleurs. Et je préfère au moins faire quelque chose qui va satisfaire mon pays, qui va satisfaire mon public d'abord, avant de satisfaire d'autres. Aliou Guissé, récemment primé à African Music Grammy Award de Philadelphie, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il promet de sillonner tout le pays en particulier et la diaspora en général pour la promotion de son opus. Et toujours dans la page culture, nous quittons Dakar, cette fois-ci pour rallier la capitale française et vous faire découvrir Léontine Fall, une Yaïfal qui marque ses empreintes au festival Agricolor qui s'est tenu à Paris. Lors de cette rencontre qui a réuni plusieurs acteurs africains, Léontine a incarné la philosophie Baïfal à travers ses chansons. Ibrahim Kamara, notre correspondant à Paris, vous l'a fait découvrir. Reportage. Yaïfal de son état, Léontine Fall a assuré lors du festival Africolor tenu à Bondy. Un rendez-vous africain lors duquel elle a tenu à faire valoir la philosophie Baïfal. La philosophie, alors d'après ce que j'ai appris par mon bourrum cœur, c'est pas seulement pour refaire mode, c'est pas le baïfalisme, le mode, c'est pas les modes ou quoi, mais c'est vraiment pour que Mam Cheikh Ibrahim Fall, c'est là que c'est né, tout ces patchwork de tissu. Mais c'est pas fait pour la mode et les locks non plus. Il faut que les gens sachent que c'est pas ce Drogan ou Bob Marley, ça n'a rien à voir. Lui, c'est que Dieu, connexion et sans produits chimiques. Plusieurs sujets dont la drogue, l'immigration ont été aussi chantés par Léontine. Moi, dans mon répertoire, ça parle des dangers de la drogue, donc les addictions, que ce soit l'alcool, les cigarettes, toutes les choses qui nuisent à la santé pour l'humain. Et il y a aussi l'amour, il y a la nostalgie. Je parle de la mort parce qu'on pense qu'on est toujours vivant et que la mort fait partie de notre quotidien. On a toujours pensé qu'on était des sédentaires, mais en fait l'humain, et fondamentalement, je pense qu'on est nomade parce que maintenant on le voit par l'actualité, tout ça. Et donc c'est vraiment, même quand on quitte nos parents, c'est ce que je disais tout à l'heure sur scène, il y a une rupture et les ruptures c'est toujours violent. Vivre le yaïfalisme est un sacerdoce, poursuit-elle. Le festival Africolor a aussi enregistré la participation de plusieurs autres baïfals venus d'autres coins de la France, à l'instar du groupe Bariaï. Une bonne transition pour aborder à présent l'actualité internationale qui nous mène en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo, en Gambie, en Côte d'Ivoire où l'on se prépare aux législatives. Plus d'1 millier de candidatures enregistrées pour un scrutin qui risque de voir la défection d'une partie de l'opposition. Le récit est signé Daniel Diouf. Législative ivoirienne, 1153 candidats annoncés par la commission électorale indépendante pour ces élections prévues le 18 décembre prochain.
12% de ces candidats constitués de femmes. L'opposition part divisée dans cette course. Les pro-Gbagbo refusent de prendre part aux législatives, tandis que les pro-Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, sont partants avec 148 candidats. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan annonçait lui aussi sur la liste des candidats 199 candidats de la majorité au pouvoir. Les oufouettistes sont sur la ligne de départ de ces législatives. Pour sa part, Guillaume Soro souhaiterait conserver son poste de président de l'Assemblée nationale. En Gambie, la présidentielle, c'est jeudi prochain. Yahya Jammeh, le chef de l'État, candidat à sa propre succession, met en garde contre des violences et promet de châtier les auteurs de troubles. Yahya Jammeh prévient, il ne tolérera aucun trouble à l'ordre public à l'issue de l'élection et toute personne impliquée dans ces actes de violence sera traitée sévèrement. De son côté, l'opposition maintient la pression sur le parti au pouvoir et se mobilise autour de son candidat, Adama Barrow, richissime homme d'affaires soutenu par 8 partis. L'élection présidentielle gambienne est prévue le 1er décembre prochain, mais elle se tiendra sans les observateurs de l'Union européenne qui se sont vus refuser l'entrée dans le pays, contrairement à ceux de l'Union africaine. Colère des collégiens et lycéens de l'Institut de la Gombe en République démocratique du Congo. Opposés à la cession d'un bout de terrain de leur école à l'ambassade de Chine par le gouvernement congolais. Ils ont manifesté devant le cabinet du ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Non aux Chinois, oui aux droits de l'enfant, c'est par ces mots qu'ils ont voulu crier leur mécontentement au gouvernement congolais ce lundi, lançant des slogans hostiles au pouvoir. Les élèves étaient accompagnés pour certains de leurs parents. Les autorités de Kinshasa affirment avoir octroyé le terrain à l'ambassade de Chine pour la construction d'un centre de formation en informatique. Des explications loin de convaincre les manifestants. Enfin, en Afrique du Sud, le ministre du Tourisme, un des leaders de l'ANC, le parti au pouvoir, a déposé une motion de défiance contre le président Jacob Zuma pour exiger sa démission. C'était ce week-end lors d'une réunion de l'ANC à Pretoria pour discuter de l'avenir de leur président et chef de l'État, Jacob Zuma. Les ennuis de Jacob Zuma loin de s'estomper, en plus de l'opposition qui réclame depuis des mois son départ. Jacob Zuma doit également faire face à l'affront de son propre camp. Il est frappé par des accusations de corruption. La page du sport que nous démarrons tout de suite avec cette bonne nouvelle. En handball, les Lions réussissent leur entrée en la matière. À la CAN, elles se sont imposées 28-22 face à la République démocratique du Congo. La compétition que vous voyez donc sur ces images se déroule en Angola. Retour à Dakar où le ministre des Sports est tout simplement scandalisé par les actes de vandalisme qui ont attaqué, par les vandales plutôt, qui ont attaqué le stade Mawade Wade. Matarba annonce une plainte, des sanctions vont tomber sur les personnes impliquées. Matarba qui était à Géoul pour assister à la finale de la Coupe du Maire. Nous l'écoutons au micro de Tchernofal. Mais des sanctions sont prévues et il y aura des sanctions parce qu'il est inadmissible dans ce pays où on manque de tout dans le domaine sportif, surtout au plan des infrastructures. Le président de la République qui a une écoute attentive et qui comprend comment faire pour développer notre sport, nous donne des instructions, on investit au niveau d'un stade et un soir, des Sénégalais comme nous qui n'ont rien compris accèdent au stade et mettre en tout cas la pagaille au niveau de la pelouse en versant de l'huile, en mettant des tessons de verre. Ça c'est inadmissible pour le Sénégal et tous les sportifs devraient être solidaires et combattre ces genres de comportements. On a demandé à la police et à la gendarmerie de mener des enquêtes et que nous allons pousser jusqu'au bout pour donner un exemple, pour montrer effectivement qu'il faut accorder du crédit aux deniers publics, il faut accorder du crédit à tout ce qu'on investit au Sénégal pour le développement, mais pour l'intérêt des populations. Et voilà qui met fin à l'actualité sportive, mais aussi à cette édition. Juste avant de se quitter, cette information qui vient juste de nous parvenir, démarrage de la campagne arachidière, la campagne de commercialisation de l'arachide le 1er décembre prochain. Le prix du kilogramme est arrêté à 210 francs. Information délivrée à l'issue du conseil interministériel présidé par le Premier ministre. C'était à la primature cet après-midi. Nous n'excluons pas d'y revenir très largement dans nos prochaines éditions.
l'édition. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je passe le témoin à Chérif qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Chérif. C'est moi.